Bonjour, Patrice Morville, professeur de pédiatrie au CHU de Reims. J'ai dirigé un service de réanimation pédiatrique et néonatale pendant 25 ans et assuré un certain nombre d'expertises, ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de situations de syndrome du bébé secoué, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il est important d'en faire le diagnostic. C'est tellement important pour l'enfant et surtout pour la suite à donner vis-à-vis des parents que ce diagnostic comporte une certaine gravité avec la certitude qu'il faut avoir de poser ce diagnostic. Syndrome des enfants secoués, c'est une histoire que j'ai vécue avec un petit garçon de 2 mois et demi qui consultait aux urgences pédiatriques pour des pleurs incessants et le diagnostic qui a été posé alors était celui de constipation. Le lendemain, cet enfant est revenu aux urgences et pour une impotence du membre inférieur gauche et la radio a montré un arrachement osseux du genou gauche et l'explication qui en avait été donnée était que l'enfant avait été extrait brutalement du couffin et la sanction c'était une immobilisation par un tel plâtré. 3 semaines plus tard, cet enfant est revenu aux urgences présentant des vomissements. À l'examen, il présentait un hématome du flanc gauche et surtout une fontanelle extrêmement bombante, ce qui a fait pratiquer une IRM qui a montré des hématomes suduro-bilatéraux asymétriques, des traces d'hémorragie sous-arachnoïdienne et au fond d'œil des hémorragies rétiniennes bilatérales. Alors, ce syndrome du bébé secoué correspond à des traumatismes crâniens infligés ou non, accidentels, dus au secouement ou à un impact direct. Il y a à peu près 15 à 30 pour 100 000 naissances de moins d'1 an d'enfants qui vont être secoués, soit environ 200 cas, on estime entre 120 et 240 cas par an en France, avec un âge médian de 5 mois. Mais pour les avoir observés, certains syndromes surviennent dès les premières semaines, dès le premier mois, et 3 enfants dans mon service sont décédés à la fin du premier mois de ces événements. Les secousses sont répétées et on doit y penser dès lors qu'un enfant est hospitalisé pour malaise. Ces malaises sont souvent très graves, s'accompagnent d'une perte de conscience avec souvent convulsions et coma post-critique. Parfois, ces malaises sont accompagnés de bradycardie et de pause respiratoire. On constate une hypotonie brutale et une perte du contact de l'enfant. À l'examen, la constatation d'une fontanelle hypertendue évoque une hypertension intracrânienne et il faut faire les examens qui doivent nous faire avancer dans le diagnostic. Les vomissements peuvent être présents en raison de l'HIC, des anomalies du comportement avec des enfants qui étaient bien éveillés, progressaient bien, et puis d'un coup rentrent en une sorte de régression, de prostration, avec des pleurs parfois incessants, un cri aigu, des enfants qui présentent une pâleur généralisée parce que l'anémie est souvent fréquente. Et enfin et surtout, parfois on est confronté à une mort subite non rattrapée, mort subite qui doit être investiguée dans le sens aussi de cette possibilité d'enfants secoués. Alors évidemment, d'autres signes peuvent être présents comme les ecchymoses, les hématomes multiples de localisation, souvent au niveau de la tête, au niveau des paupières par compression. Parfois il y a les compressions par les pouces, parfois les index dans les conduits auditifs. On peut voir comme ça des pétéchies ou des petits hématomes au niveau des conduits auditifs, au niveau du pavillon de l'oreille aussi, au niveau de la joue. Parfois c'est la bouche. Les gencives sont abîmées parce qu'il y a un biberon qui est forcé et c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder, observer. On peut trouver des brûlures déjà, des traces de brûlures de cigarettes et voilà. L'enfant est souvent peut-être douloureux avec une impotence fonctionnelle et il faut effectivement à la mobilisation des membres regarder si ou non on observe ce type de problème. Enfin, l'état nutritionnel est parfois altéré, ces enfants sont malnutris, négligés avec des lésions cutanées qu'on peut observer, notamment érythème fessier mal soigné ou parfois des lésions comme une scabiose, etc. Donc tout cela, en fait, n'a pas à l'évidence d'explication tangible et on doit se poser la question car souvent le délai est extrêmement court. Il y a une absence d'intervalle libre entre le secouement qui crée la lésion hémorragique par cisaillement,
cisaillement des veines porte des méninges et ça va créer la rupture des veines et donc la constitution d'un hématome sous-dural qui va se constituer rapidement, ça saigne, ça crée l'hypertension intracrânienne et ça crée immédiatement les symptômes qu'on peut observer, type justement de convulsions, type de perte de connaissance, etc. Et de troubles respiratoires, tout ça étant lié à l'HIC. La lésion peut être aussi induite par un traumatisme direct. Alors, de fait, on est parfois confronté, et souvent confronté à des terrains particuliers, mais ça peut survenir dans tous les milieux. Ça, il ne faut pas, sous prétexte que les gens présentent un bon aspect, dire on les absout parce que justement il n'y a rien. Le problème n'est pas de dire j'absous l'absolution, mais c'est de dire je dois penser à ce diagnostic, quel que soit le milieu dont l'enfant provient. C'est bien sûr le fait des milieux sociaux défavorisés, dans certaines enquêtes c'est 3/4 des cas. Ça peut être le cas de la première grossesse et surtout lorsque les parents sont jeunes. Et là, ça pose tout le problème de l'éducation à la parentalité, bien évidemment, et du suivi social. Les concubins multiples aussi, donc parfois on a trois pères différents et on peut s'apercevoir que l'enfant peut être secoué pour les mêmes raisons. L'alcoolisme, l'addiction, bien sûr, et l'accès de violence qui peut aboutir à ces lésions, observées assez souvent. Débilité mentale, des parents qui sont un peu oligophrènes et qui vont ne pas comprendre ni assumer le suivi de l'enfant. Et enfin, les antécédents des parents eux-mêmes qui ont été des parents battus et qui peuvent reproduire ce qu'ils ont vécu. Au niveau des responsables, le père est quasiment incriminé dans la moitié des cas. Dans 9% des cas, il s'agit du nouveau conjoint et puis la mère est incriminée dans 5% des cas. Enfin, il est possible que ce soit la garde de l'enfant. Le babysitter a été reconnu comme étant responsable dans 17% des cas environ, dans certaines enquêtes. L'enfant lui-même, la majorité qui sont battus sont des garçons, avec un sexe ratio entre 1,3 et 2,6. Les prématurés sont particulièrement exposés avec ces hospitalisations longues où il y a un défaut d'investissement et voilà, les grossesses multiples, les enfants qui pleurent, eux aussi sont des enfants battus. Alors, on doit rechercher des lésions visibles à l'examen, les ecchymoses, les hématomes multiples, et donc on les cherche partout, comme on l'a dit tout à l'heure. Hématomes parfois d'âge différents qui montrent qu'il y a eu plusieurs ou répétitions des sévices. Des lésions buccales, impotence fonctionnelle, fracture de membre, fracture de côte, arrachement métaphysaire à position périostée, fracture du crâne et embarrure, toutes choses finalement qui appelleront un bilan radiologique. L'IRM ou le scanner, c'est évident, c'est pour détecter les hématomes suduraux, les hémorragies sous-arachnoïdiennes intraparenchymateuses, l'œdème cérébral, voire l'engagement. Mais aussi, ne pas oublier, pour aller plus loin, aller au niveau du cou, les lésions de la moelle épinière, et puis enfin, l'importance des hémorragies rétiniennes qui sont quasiment pathognomoniques. Donc, initialement, on fera ce bilan qui comportera un scanner, une IRM cérébrale, une IRM cervicale. Ça peut donner l'âge de l'hémorragie. L'échographie transfontanellaire est intéressante car elle oriente rapidement le diagnostic avec un effet de masse et des hématomes visibles à l'ETF. Et enfin, les conséquences notamment sur la perfusion cérébrale par le Doppler. Le bilan ophtalmologique, soit par fond d'œil, soit par REDCAM qui a l'intérêt de donner une photographie de la rétine, car ces hémorragies vont disparaître au bout de quelques temps et on ne les retrouvera pas. Donc, document médico-légal. Une plaquette, facteur de coagulation, à la fois pour apprécier notamment les conséquences possibles, et notamment une anémie, mais aussi pour le diagnostic différentiel, notamment sur la coagulation. Et puis, radio de tous les os du squelette. On ne fait pas un squelette entier, on fait une radio de tous les os du squelette, parce que dans le syndrome de Silverman, il va falloir rechercher tous ces signes radiologiques bien décrits et qui sont extrêmement importants, là encore, dans l'apport au diagnostic. Une scintigraphie osseuse, si ces radios sont considérées comme normales. Pour la suite, c'est important alors de reconstituer l'histoire, l'interrogatoire, les descriptions exactes des symptômes que l'enfant a présentés. C'est vraiment un interrogatoire policier, comme dans tous les malaises, car si on veut faire un diagnostic, c'est comme ça qu'on peut y arriver.
Description du comportement de l'enfant depuis la naissance, dans les jours qui ont précédé l'événement. Moi, je me souviens d'un enfant qui pleurait, qui hurlait, et qui en fait a fait une hémorragie méningée sur un anévrisme cérébral dont il est mort. Tenue du carnet de santé, et suivi médical ou médico-social. Et enfin, et surtout, exigence d'explications sur les lésions observées, précision et reprécision de ces explications fournies, car souvent il y a une incohérence et il va falloir, et on verra dans la répétition des questions, que cette fluctuation est en faveur du diagnostic. Diagnostic différentiel, alors ce sont les troubles de l'hémostase, c'est pour ça qu'il faut le faire. On a bien sûr tout ce qui peut être hémophilie ou autre trouble des facteurs de coagulation, les thrombopénies, mais souvent les thrombopénies sévères, c'est plutôt en période néonatale que nous les observons. Les malformations artério-veineuses, et on a une histoire aussi qui est caractéristique d'un enfant qui n'avait pas eu de vitamine K, qui était nourri au sein et qui en fait avait saigné au bout de 3 semaines, 1 mois. D'emblée, les gens pensaient que c'était un enfant secoué, en fait c'était une MAV qui avait saigné. Les maladies métaboliques, l'ostéogenèse imparfaite, c'est un classique, et là on observe surtout des fractures diaphysaires. Et enfin, les lésions, les épanchements, lésions parenchymateuses possibles dues aux modalités de naissance, forceps, ventouses, et jusqu'à 1 mois, on peut en voir les conséquences, et c'est important de le savoir. Donc, du bilan de ces examens, on a un diagnostic de secousse de quasi-certitude, avec présence d'hémorragie extra-axiale plurifocale, des hémorragies rétiniennes importantes, une absence d'explication, des explications fluctuantes non compatibles avec les lésions observées. Et là, on est quasiment certain. Le diagnostic est probable parce qu'on a des hémorragies intracrâniennes et là encore des explications qui ne sont pas cohérentes. Un diagnostic possible si l'hématome suddural est unifocal et absence d'histoire clinique ou fluctuante ou non compatible. Enfin, on écartera le diagnostic si on a un hématome suddural unifocal avec un trait de fracture linéaire, une ecchymose en regard et la description du traumatisme qui est à l'origine de cela. Donc au terme de tout cela, évidemment, on doit aller au signalement au procureur de la République, une ordonnance de placement provisoire qui permet de faire le tour de tous ces examens et de protéger l'enfant, et puis d'avoir un certain nombre d'arguments pour nous médecins qui vont nous permettre d'asseoir ce diagnostic. Et après toute l'enquête, voilà, et effectivement, la sanction, souvent c'est donc l'éloignement de l'enfant de son milieu familial, et c'est très important. Donc j'espère vous avoir intéressé dans ce document. Je vous remercie de suivre ce MOOC, c'est vraiment très important pour la protection de l'enfant dans ce qui concerne tous les sévices. Merci beaucoup.